discuter de la question du sevrage ventilatoire et plus spécifiquement de la question de quel test nous proposons d'utiliser. Petit sondage dans la salle. Qui utilise le ventilateur pour faire le sevrage de la ventilation mécanique? Allez-y, levez la main. Qui utilise le tube hanté? Ouais, c'est moite-moite, quoi. On va dire moite-moite. 50-50. Bon, on va essayer de discuter effectivement de ces questions-là. Juste pour commencer, je ne vous déclare pas de lien d'intérêt, en tout cas avec la question posée. Rien qui ne devrait interférer avec le propos de ce message, enfin le propos de cette présentation. Alors juste pour commencer, il est sûrement logique d'avoir en tête en fait que le sevrage, ou la question plus exactement du sevrage de la ventilation, elle doit être posée, cette question-là, très tôt, dès finalement les premières heures, premières journées après avoir placé le patient sous ventilation mécanique. Ça marche pas? J'approche le micro. C'est mieux? Ouais. Et donc la question, elle doit être posée très tôt. Très tôt, pourquoi? Parce qu'on va le revoir un petit peu plus loin, mais ne serait-ce que les choix que l'on va être amené à faire en termes de sédation, les produits que l'on va utiliser, la stratégie que l'on va mettre en place pour la sédation et peut-être pour son interruption d'ailleurs, va conditionner la possibilité de réalisation de ce sevrage de la ventilation. Ça va également conditionner la typologie de support ventilatoire, d'assistance, de mode de ventilation que l'on va proposer aux patients. Et donc cette question-là, elle doit être posée très tôt. Il est aussi important d'avoir en tête que le sevrage de la ventilation, le test de sevrage, c'est la question qui va nous intéresser aujourd'hui, mais ça ne se limite pas à ça, le sevrage de la ventilation mécanique, ça doit être déjà précédé par la recherche des critères qui doivent nous interroger sur la possibilité que le patient puisse être en capacité d'être séparé de son ventilateur, avant même également que la question ne se pose de savoir si on va pouvoir retirer la sonde d'intubation. Et donc effectivement, la question du test lui-même, elle est au centre de cette démarche, mais le sevrage de la ventilation mécanique, ça ne se résume pas simplement à la question de savoir est-ce que je vais faire du tube hanté ou est-ce que je vais faire de la VSAI. Alors ce qu'il y a de certain, en tout cas de plus que probable, c'est que, et ça il y a de très nombreuses données dans la littérature, c'est un exemple que je vous apporte aujourd'hui, mais c'est que plus le patient va être maintenu sous ventilation mécanique invasive, plus on expose ce patient à un risque de complications, alors qui peuvent être des complications infectieuses, on discutera des PAVM juste après, et ça peut être ça par exemple. Enfin bref, il y a un certain nombre d'éléments qui font que le patient qui va être sous ventilation mécanique sera exposé à un risque majoré de complications. Et donc la question est effectivement de savoir est-ce qu'il est possible de s'affranchir le plus tôt possible de ce support ventilatoire et de le libérer finalement de cette assistance ventilatoire invasive. Alors les données dans la littérature sont des données de pronostic issues de grandes cohortes observationnelles. On en a aussi d'assez nombreuses. Alors cette étude, je l'aime beaucoup, elle est très joliment conduite. Elle est assez simple, hein, elle a pour objet de répondre simplement à des questions que l'on se pose assez communément tous les jours. Vous voyez, c'est très nombreuses unités de réanimation, 181 unités au total dans 50 pays, pratiquement 6000 patients. Donc on a un collectif de patients qui commence à être conséquent. Et qu'est-ce qu'ils ont retenu dans ce travail? Je vous propose de retenir deux messages. Le premier, c'est que seulement finalement 65% de la population de patients, de ces 6000 et quelques patients, qui avaient reçu au moins 2 jours de ventilation mécanique, avaient pu être efficacement et de façon réelle sevrés du ventilateur H90. C'est-à-dire qu'il y avait quand même 25% qui, à 90 jours du fait d'avoir été placés sous ventilation mécanique, n'étaient toujours pas sevrés du ventilateur. Donc c'est vraiment une grosse population de patients. Et puis le deuxième message, c'est que le délai à l'initiation de ce sevrage ventilatoire, au même titre que le fait d'exposer le patient à des sédations profondes, avec des scores de sédation élevés, c'était des éléments qui étaient associés de façon assez significative à un échec de ce sevrage de la ventilation. Et donc la façon, encore une fois, dont on va gérer la sédation, elle est encore au cœur des questions qui doivent nous intéresser dès lors qu'on s'intéresse à cette problématique du sevrage ventilatoire. Alors vous savez qu'on a des recommandations aujourd'hui, des recommandations internationales, ce sont les recommandations nord-américaines, qui disent que l'on doit, dans la mesure du possible, en tout cas, avec un niveau de preuve qui est certainement discutable, mais en tout cas, on se doit d'essayer de limiter au maximum la profondeur de la sédation que l'on met en place chez le patient qui est placé sous ventilation mécanique invasive, et c'est également le cas d'ailleurs pour la ventilation du patient qui présente les critères d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë. On ne fait plus de sédation profonde systématique chez ces patients-là, et donc l'objectif c'est vraiment d'essayer de limiter la sédation.
C'est également le cas, d'ailleurs, vous savez, dans le cadre des protocoles de réhabilitation et en réanimation, on a un certain nombre de stratégies que l'on peut essayer de mettre en place pour essayer d'améliorer la réhabilitation du patient de soins critiques. Et dans le cadre de cette approche-là aussi, il est plutôt suggéré d'utiliser de se fixer des objectifs de sédation légère à modérée. Et puis dans le cadre de la réhabilitation, encore une fois, en parallèle de cette sédation légère, vont être mises en place d'autres stratégies, notamment celles qui consistent à inclure des arrêts quotidiens de la sédation et la réalisation de tests de sevrage de la ventilation. Mais tout ça, encore une fois, vous voyez que c'est intimement lié. Vous ne pouvez pas vous poser la question du sevrage de la ventilation si vous n'avez pas en parallèle une sédation avec un effet un petit peu on-off. C'est sûr que si votre patient il baigne sous des doses létales de benzodiazépine, la question de son arrêt quotidien, de cette sédation par benzodiazépine, elle n'aura pas beaucoup de sens, puisque de fait, vous n'arriverez pas à le réaliser de façon efficace. Alors comment ça se passe en pratique quand on veut sevrer un patient? Quel est le pronostic d'un patient? Alors on a quelques bonnes nouvelles quand même, il faut s'en satisfaire sûrement. Alors ça, ce sont des données issues de l'étude WIND, qui est une étude qui avait été coordonnée par le réseau REVA. Cette étude a d'intéressant qu'elle a utilisé une définition assez nouvelle, en tout cas de ce que l'on considère être un succès, un échec de ventilation, enfin de sevrage de la ventilation. La bonne nouvelle, c'est que l'immense majorité de la population des patients placés sous ventilation mécanique, souvent elle peut être séparée, sevrée de son ventilateur de façon assez rapide, ce qu'ils ont appelé les short weaning. Vous voyez que dans pratiquement 60% des situations cliniques, le patient il peut être séparé de son ventilateur dès J1, avant la fin de la première journée où on va se poser la question de son sevrage. En revanche, le reste de ces patients-là, ils peuvent avoir des sevrages qui peuvent être plus compliqués, et donc apparaissent les notions de sevrage difficile ou de sevrage prolongé dès lors que la durée totale va atteindre ou dépasser même 7 jours après le moment où on a débuté ce sevrage ventilateur. Vous voyez que les pronostics chez ces patients qui ont des sevrages qui sont... il n'y a pas de pointeur. Les sevrages qui sont qualifiés de courts, difficiles ou prolongés, les pronostics en termes de mortalité ne sont pas du tout les mêmes. Dans cette étude, pratiquement 6% de mortalité lorsque le sevrage était simple, et ça va jusqu'à pratiquement 30% pour un sevrage qui serait prolongé, donc au-delà de 7 jours. Donc la bonne nouvelle, si on doit se satisfaire de ça, c'est que l'immense majorité des patients qu'on a dans les unités, finalement, probablement peut être sevrés de façon assez simple. C'est d'ailleurs probablement pas tellement pour cette population de patients, on en rediscutera, mais que se pose la question de savoir s'ils utilisent un tube hanté ou de la VSAI, parce que finalement ils peuvent être sevrés très simplement et ça ne va pas changer grand-chose probablement, en tout cas pour ces patients-là, de se poser la question du tube hanté ou de la VSAI. Ce qu'il y a sûr aussi, c'est que quand on échoue à l'épreuve de sevrage, le pronostic, il est pas forcément très très bon. On en avait des infos avec l'étude WIND juste avant. Dans cet autre gros collectif de patients, sur une cohorte de patients du travail canadien que je vous présente, vous voyez que les patients qui échouaient à leur épreuve de sevrage initiale, quand on regarde leur durée de ventilation, mais également leur mortalité dans la réanimation, on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Et encore une fois, le fait d'échouer à son épreuve de sevrage, ça a un impact pronostic qui est assez régulièrement retrouvé dans toutes ces études-là. Alors comment on fait? Comment est-ce qu'on peut faire en pratique? Donc il faut garder en tête que quand on va réaliser réellement l'épreuve de sevrage, donc on va essayer d'évaluer si le patient peut être séparé de son ventilateur. La question, pour moi, elle n'est pas tellement de savoir ce qu'il va advenir du patient 28 jours après son extubation, mais plutôt comment il va se comporter au moment où on va retirer l'assistance, on va retirer la sonde d'intubation. Et donc, il y a dans la littérature différentes épreuves qui ont été décrites et qui ont toutes pour objet d'essayer de reproduire le plus fidèlement possible ce que seront les conditions ventilatoires du patient, encore une fois qu'on aura réalisé son extubation. Et on parle vraiment de la période qui suit le retrait de l'assistance et le retrait de la sonde d'intubation. Donc dans les premières heures, premières journées, ce n'est pas sur du pronostic très très lointain que l'on se base pour pouvoir évaluer l'efficacité de la stratégie. Et donc on a globalement, très schématiquement, deux types d'approches. Des approches avec assistance ou des approches qui sont sans assistance. Approche avec assistance, donc on utilise le ventilateur, et les modalités, surtout de l'aide inspiratoire, c'est la fameuse épreuve en pressure support dont on va reparler. Et donc là, il y a deux façons de faire. C'est une petite aide sans PEP ou pas d'aide avec une petite PEP. Donc VSAI,
5 à 8 cm d'eau sans PEP, ou 6 PAP, 0 cm d'eau d'aide inspiratoire et 5, 7, 8 cm d'eau de PEP. Les deux modalités existent, où il y a des épreuves sans assistance, et c'est là où on retrouve la fameuse épreuve de sevrage utilisant le tube hanté, mais que l'on peut également réaliser en utilisant le ventilateur, donc sans avoir à aller déconnecter le patient, mettre le petit raccord hanté, enlever la branche expi, blablabla. On le fait avec le ventilateur en utilisant une aide à zéro et une PEP à zéro. Un des avantages de cette approche-là, c'est que ça permet également de monitorer les volumes réellement réalisés par le patient, puisque tout ça s'affiche éventuellement sur l'écran. Quand vous êtes en tube hanté, enfin, quand votre patient réalise cette épreuve de tube hanté, vous ne mesurez rien en termes de volumes qui vont être exsufflés par le patient. Et à la fin de l'épreuve, si le patient satisfait de façon réelle à la réalisation de cette épreuve, on va décider ou non de l'extuber, étant entendu que s'il satisfait à l'épreuve, la logique c'est évidemment de conduire à son extubation. Alors il y a également des recommandations dans la littérature internationale, et notamment les recommandations, encore une fois, de 2017, qui, elles, proposent, alors encore une fois, avec un niveau de preuve qui est très discutable, enfin assez faible, les recommandations sont intermédiaires, on va dire ça, qui suggèrent qu'effectivement, la première épreuve de sevrage du ventilateur, SBT, c'est pour Spontaneous Breathing Trial, soit conduite ou réalisée en utilisant de l'aide inspiratoire, en apportant une petite quantité de support ventilatoire de l'ordre de 5 à 8 cm d'eau, plutôt que 100. Et il ne recommande pas, plutôt il suggère en tout cas de ne pas utiliser le tube hanté. Alors ça, c'est ce que nous disent les recommandations. Donc effectivement, si on est respectueux de ce qui est écrit, on aurait tendance plutôt à imaginer qu'il faut faire ça, c'est-à-dire plutôt une aide inspiratoire, 5, 7, 5, 8 cm d'eau, pas de PEP, et à l'issue de l'épreuve, on regarde comment le patient se comporte. Est-ce que vous savez sur quoi c'est basé ça ? Alors sur un niveau de preuve qui, comme les auteurs d'ailleurs le reconnaissent eux-mêmes, est assez faible, mais c'est basé sur surtout les données d'une étude, qui est celle-ci, qui est de Laurent Brochard, publiée en 1991 dans Anesthésiologie. Alors le travail, il est méthodologiquement très très chouette, hein. Vous voyez, ils ont évalué différents niveaux de pressure support, 12, 8, 4, 0, et ils ont essayé de quantifier l'importance du travail respiratoire que ceux-ci représentaient. Jusqu'à disconnected, donc on déconnecte le patient du ventilateur, donc c'est un peu le tube, et extubation, donc comment ça se passe une fois qu'il est extubé. Et on voyait effectivement, très très joliment démontré à l'époque, que ceux qui reproduisaient plutôt assez fidèlement la quantité de travail respiratoire réalisé par le patient après son extubation, donc le dernier cercle que je vous ai entouré en rouge, c'était globalement une aide inspiratoire aux alentours de 8 cm d'eau. Donc effectivement, si on veut essayer de reproduire à peu près fidèlement ce qui se passe après l'extubation, 8 cm d'eau, ça semble être assez cohérent. Le seul souci, c'est qu'on est en 1991, que les ventilateurs que l'on utilise dans les réanimations ne sont plus tout à fait les mêmes. Dans ce travail, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le parcourir, mais ce sont des cerveaux 900C qui sont utilisés. Je ne sais pas si dans la salle, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec des cerveaux 900C. Moi, j'en ai vu parce que je commence à être âgé. Mais ça n'a plus rien à voir, notamment sur la qualité des matériels, la qualité des valves à la demande, sur la réactivité de la machine. Bref, on ne peut pas transposer des résultats qui ont été réalisés avec ce type de matériel-là en 1991 avec ce que l'on a aujourd'hui comme ventilateur dans nos réanimations. Aujourd'hui, faire 5 à 8 cm d'eau d'aide inspiratoire, c'est réaliser de l'assistance respiratoire, pour de vrai, quoi. Et regardez simplement les quantités de volume que génèrent les patients, vous le verrez assez naturellement. Alors, il y a souvent une idée un peu fausse, une petite erreur, on va dire, erreur d'interprétation, qui consiste à imaginer que le tube hanté, par lui-même, génère un surcroît de travail respiratoire pour le patient. Le fait de déconnecter le patient, donc il a sa sonde d'intubation dans la bouche, le petit raccord hanté, et la branche inspiratoire du ventilateur. Est-ce que oui ou non ça génère un surcroît de travail respiratoire? Là encore une fois, on a des données qui ne sont pas très récentes. Là, l'avantage, c'est qu'on s'affranchit de la question de quel ventilateur est utilisé, puisqu'ils étaient plus reliés au ventilateur. Vous voyez, la quantité de travail respiratoire global à l'occasion d'une épreuve de tube hanté de 2 heures, donc 2 heures, ça commence à être quand même assez long. Entre le début et la fin, finalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe, et c'est vrai, finalement, que l'on considère la part élastique ou la part résistive de ce travail respiratoire.
Donc considérer que le fait de mettre un patient tubanté, c'est l'exposer à un surcroît de travail respiratoire, c'est peut-être pas aussi vrai que ça. Alors ensuite, il y a ce que nous rapportent les grandes études publiées récemment dans la littérature, qui ont comparé objectivement VSAI ou tubanté pour le sevrage de la ventilation mécanique. Alors ça, c'est le très très joli travail de Soubira de l'équipe espagnole qui a inclus pratiquement 200 patients qui étaient des patients sous ventilation mécanique. Ils avaient reçu au moins 24 heures de ventilation mécanique et quand se pose la question de leur sevrage, ils étaient randomisés pour avoir soit de la VSAI, soit du tubanté. Et ils regardaient ce que ça donnait sur un critère principal de jugement qui était la réussite de l'extubation elle-même, jugée jusqu'à 72 heures après le retrait de la sonde, comme l'absence, donc vous voyez, de nécessité de reprise d'une ventilation mécanique invasive. Le critère principal, vous le voyez en haut à droite, il y a un peu plus de succès sous l'effet de la VSAI, et il n'y a pas de différence, ça ne se traduit pas dans ce travail, par une différence de réintubation dans les 72 heures. Alors c'est un très joli travail, mais pour moi qui ne répond pas complètement à la question qu'on se pose tous les jours, pour deux raisons. La première, encore une fois, c'est qu'on expose les patients à des durées de tests qui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est 30 minutes de VSAI versus 2 heures de tubanté. Donc déjà méthodologiquement, c'est pas dénué de reproches. Et puis 2 heures de tubanté, est-ce que c'est la même chose? On aurait eu la même chose si on avait fait qu'une heure, tel que c'est habituellement réalisé. On n'en sait rien finalement. Si j'avais pas fait 30 minutes de VSAI, mais plutôt une heure, est-ce que ça aurait été pareil? Bref, il y a une petite question à laquelle cette étude ne permet pas de répondre. Et puis la deuxième question à laquelle cette étude, pour moi, ne permet pas de répondre, c'est qu'encore une fois, ils ont inclus tous les patients, notamment les 60 et quelques % de patients pour lesquels la question finalement de savoir si on fait tubanté ou VSAI ne se pose pas vraiment. Donc si on met tout le monde, et notamment des patients qui ne présenteront aucune difficulté de sevrage de la ventilation, pas très étonnant qu'on n'observe pas tant de différences que ça. Alors quand on regarde des populations de patients qui sont supposées être à plus haut niveau de risque, c'est ce qu'a fait l'équipe d'Arnaud Thiel dans le cadre du réseau recherche REVA au travers de l'étude TIPEX, et donc ils ont pris une population de patients étiquetés comme étant à risque élevé d'échec après avoir été exposés à au moins 24 heures de ventilation mécanique. Et pareil, alors là de façon méthodologique c'est plus rigoureux, 1 heure, et ils font 1 heure d'aide inspi 8 versus 1 heure de tubanté. Et ils regardent là encore ce que ça donne en termes de pronostic. Alors le pronostic n'est plus jugé dans les 72 heures mais à J28. On pourrait discuter de la pertinence de ce critère-là, mais ils ont décidé de regarder ce que ça donnait sur le nombre de jours vivants sans assistance ventilatoire 28 jours après les fameux ventilateurs Friedrich. Et là, pas de différence, absolument aucune différence entre les deux groupes de tests, avec également quelques petits reproches. C'est normal, aucune étude n'est véritablement parfaite. Quand on regarde les critères de risque de ces patients-là, alors certes, c'était des patients qui étaient pour la majorité des patients un peu âgés. Les plus de 65 ans représentent quasiment 70% de la population de l'étude. Donc ça, c'est un critère de risque d'échec bien documenté. En revanche, pour ce qui concerne les autres, à savoir l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, notamment les BPCO, vous voyez, il y en avait dans l'étude, mais ce n'était quand même pas la majorité de ces patients-là. Et puis deuxième petite remarque, c'est qu'encore une fois, on a affaire à une population de patients qui, dans l'immense majorité, ne présentent aucun problème. Vous voyez, pratiquement 70% de l'ensemble des patients, quel que soit le groupe de randomisation, pouvaient être sevrés de façon très très simple de la ventilation mécanique. Donc je ne suis pas encore une fois certain que pour le patient que vous avez vous identifié comme étant un insuffisant respiratoire un peu évolué, avec une BPCO sous traitement, blablabla, pour lequel vous n'avez pas envie de conclure à tort à un échec ou au contraire à un succès de l'épreuve de sevrage, cette étude, encore une fois, permet de répondre complètement à la question posée. Et personnellement, mais c'est un avis dont on pourra discuter si vous le souhaitez, je préfère que l'épreuve de sevrage me dise « attention là, il y a un risque potentiel à devoir extuber le patient parce que si il n'y parvient pas à satisfaire cette épreuve de sevrage, il y a une très très forte probabilité qu'on soit contraint de le réintuber. Et donc l'épreuve de sevrage me permet réellement de démasquer ceux qui sont à risque de quoi. Et c'est par exemple le cas chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque, une cardiopathie avec une fraction d'éjection, une fonction systolique ou diastolique altérée. Et quand on regarde ce qui se passe objectivement lorsque l'on propose ces deux types de tests, donc VSAI, ZEP ou
pièce santé chez les patients qui ont ce type de pathologie cardiaque, la pièce santé permet objectivement de démasquer beaucoup plus fidèlement un surcroît de travail respiratoire que ne le fera la BSAI. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, la BSAI, on assiste le patient. Donc certes, il va satisfaire aux conditions de réalisation du test, il va réellement passer le test, mais peut-être que par la surassistance ou la petite assistance que l'on réalise malgré tout, on ne va pas être en capacité de réellement démasquer ce qui sera demandé au patient en termes de travail après son extubation. D'où l'idée aussi peut-être qu'il faut personnaliser les choses en fonction du patient, de la pathologie, de la situation clinique qui a conduit à son intubation. Et on dispose des résultats de l'étude Global Wind qui a été conduite par Mathieu Capdevila à Montpellier, qui a essayé de réexplorer finalement cette question-là au travers d'une étude qui est vraiment très joliment faite sur le plan méthodologique. Ils ont regardé ce que donnaient ces différents types d'épreuves de sevrage sur un indice de travail, donc la pression transpulmonaire. On va dire qu'il s'agit d'une façon d'estimer, c'est le pressure time product, pardon, pas la pression transpulmonaire, qui permet de quantifier, d'estimer la quantité de travail réellement réalisé par le patient selon différentes modalités de sevrage. Donc, VSAI PEP, ED7 PEP 0, ED0 PEP 0, pièce santé, et après vous avez ce qui se passe au moment de l'extubation. Quand on prend la totalité de la population des 100 patients de cette étude, la ligne tracée en gras, ça représente, vous voyez, le travail que le patient réalise après l'extubation, donc ce qui va réellement être ce qui va être demandé de réaliser au patient. Si on imagine reproduire ce qui se passe là, en fait, ce qui marche le mieux pour le prédire ou pour l'anticiper, l'évaluer, ça semble être le tube hanté ou l'ED0 PEP 0. En revanche, ED7 PEP 0, ça sous-estime encore une fois la quantité de travail qui sera réalisée après l'extubation. Ils ont fait quelques analyses en sous-groupe, alors qu'ils sont limités quand même par le nombre de patients qu'il y a dans chacun des sous-groupes. Mais vous voyez, après chirurgie abdominale, chez des patients traumatisés crâniens ou des patients BPCO, là aussi il y a des différences. Et ce qui est vrai pour un sous-groupe de patients n'est peut-être pas complètement vrai pour l'autre. Par exemple, regardez, si on se place dans la situation du patient traumatisé crânien, ce qui semble être le plus efficace dans cette population de patients, en termes, encore une fois, de quantification de ce travail, ça semble plutôt être le ED0 PEP 0, là où, par exemple, chez le patient BPCO, pas de grosse différence entre ED0, PEP 0 et tube hanté. En tout cas, à chaque fois, l'assistance que permet les 5, 6, 7 ou 8 cm d'eau, ça semble mésestimer la quantité de travail que le patient a réellement réalisé. C'est également vrai chez le patient obèse, où là aussi, l'ED0 PEP 0 semble être ce qui reproduit au mieux les choses après l'extubation du patient. Dernier petit message avant de conclure. Une fois que vous avez réalisé votre test, il est probablement logique aussi de reconnecter le patient à son ventilateur. Ça a été assez bien documenté dans ce travail multicentrique espagnol, encore une fois, où le fait de reconnecter le patient au ventilateur, donc de le reventiler pendant quelques minutes, en l'occurrence, là, il faisait 1 heure de reventilation, ça permettait d'améliorer le succès de l'extubation par rapport au fait de décider de l'extuber directement à la fin du test. Donc n'oubliez pas peut-être de le reconnecter. Et donc pour conclure, on est toujours face un peu à un dilemme. J'espère que je vous ai rapporté quelques éléments d'éclairage. Ce qui est sûr, c'est que la décision d'extuber un patient, c'est une décision qui est lourde de sens, puisque si vous vous plantez et que finalement le patient doit être réintubé, ça, la littérature nous dit, ce patient il a un surrisque de mortalité notamment. Donc cette décision elle doit être assez mûrement réfléchie, mais tout en gardant à l'esprit que le retard à l'initiation du test et donc le retard à la séparation du ventilateur, c'est également un facteur qui expose le patient à un surrisque de morbidité, voire de mortalité. Encore une fois, on discutera PABM juste après. Et donc, tout ça, ce sont des décisions qui doivent être mûrement posées. Le test de sevrage tel qu'il nous est aujourd'hui proposé par les recommandations, c'est-à-dire on met 5, 6, 7, 8 cm d'eau d'aide inspiratoire, c'est un test qui est super sensible, mais qui n'est pas très spécifique, et on risque, si l'on se contente de ça, notamment chez les patients à risque, chez les patients, encore une fois, pour lesquels il n'y a pas de question, ça ne posera pas de problème, mais chez les patients à risque, on risque de mésestimer, de sous-estimer la quantité d'efforts que devra réellement réaliser le patient après son extubation, et donc on risque, en faisant ça, d'extuber de façon un peu excessive un patient qui finalement n'en aurait pas réellement toutes les capacités. A l'inverse, si on fait le choix du tube hanté, ou son pendant, à savoir ED0, PEP 0,
Alors, on sait que c'est ce qui reproduit probablement le plus fidèlement les conditions du travail après l'extubation, mais ça peut également conduire un patient à échouer un test qu'il aurait peut-être réalisé en aide, avec de l'aide inspiratoire, et donc peut-être à retarder une extubation. Donc je ne sais pas si vous avez des enfants et si vous êtes friand de ce du jeu tu préfères, mais il y a finalement deux questions qui se posent à nous. Est-ce que tu préfères finalement extuber trop précocement le patient au risque de le réintuber, ou à contrario, est-ce que tu préfères l'extuber trop tardivement et prendre le risque d'allonger la durée de ventilation mécanique? Je vous soumets la question, on pourra en discuter enfin. Et donc pour conclure, il me semble qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'arguments qui doivent nous inciter à peut-être mieux individualiser les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut peut-être complètement arrêter l'aide inspiratoire pour le sevrage. Peut-être qu'il y a encore une fois des populations de patients pour lesquelles ça peut servir, et sûrement, encore une fois, que ce n'est pas très très grave de se poser ces questions-là pour des patients qui n'ont pas ou peu de risques d'échouer à leur épreuve et à la séparation de leur ventilateur. Mais encore une fois, il y a sûrement moyen de faire un petit peu mieux en termes de personnalisation, et donc je vous fais un peu de teasing pour l'étude PWIN, qui est une étude conduite par le docteur Jules Audard, qui est un de nos collègues au CHU à Clermont-Ferrand, qui vise justement à essayer de proposer une stratégie d'individualisation et de personnalisation de l'épreuve de sevrage, avec peut-être des résultats dans les mois qui viennent. Je vous remercie pour votre attention.